Ouais, bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, suite à ma vidéo sur le pétrole et sur... voilà, je répondais à un étudiant, hein, d'ailleurs, c'est un étudiant de la TKL qui disait, Tami, voilà, j'ai peur, je pense que la logique de l'investissement est mauvaise, qu'elle nous mène droit dans le mur, que c'est une approche qui finalement va conduire à notre perte. Et donc, je ne veux pas investir ou j'ai peur d'investir ou c'est contraire à mes valeurs. Et c'était, comment dirais-je, un message très intéressant. D'accord, très intéressant. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et en fait, cet étudiant, je le connais, hein, donc je ne vais pas voilà, donner son nom, etc. Mais je sais qu'il bosse dans une grosse boîte, qu'il a un bon poste. C'est pas le gars qui a à plaindre, d'accord. Mais euh, il fait partie de cette catégorie de gens. Et j'en fais partie également, où on est à un moment où on essaie de trouver un sens à notre vie. Et encore une fois, moi, ma réponse a été très cash. C'est-à-dire, j'ai parlé de mon parcours. J'ai dit, quand tu es dans la galère, tu penses pas à ça. Tu penses pas tu penses d'abord et avant tout à ce que tu vas pouvoir à payer tes charges, à offrir voilà, quelque chose à tes enfants. En fait, c'est d'abord les besoins essentiels, les besoins primaires. Tu parles pas d'énergie. Donc, je vais essayer ici, j'ai vraiment développé le sujet parce que je pense qu'il est important pour tout le monde de vraiment pas se tromper de combat. D'accord. Moi, je suis pas un homme politique. Je suis pas dans la démagogie à deux balles. D'accord. Je suis pas invité par les médias voilà, de droite, de gauche ou du centre et je m'en fiche. Je suis pas, voilà, j'essaie d'avoir ma pensée, d'être indépendant dans ma manière de voir le monde, mais je me base également sur mon parcours, les amis. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que le gars qui a jamais galéré, moi je me souviens, hein, j'avais un pote à moi à Assas. euh, bon, il avait un super appart dans le 16e. Son père énarque, sa mère ponte dans le monde universitaire. Et lui, en fait, il lui manquait rien, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est un économiste très connu. Et moi, d'accord, j'avais même pas de quoi me payer mon loyer. J'ai bien galéré financièrement. Et c'est clair que ce sont deux trajectoires différentes, deux vécus différents, d'accord? Donc, une personne qui n'a jamais galéré de sa vie, et je pense que ça explique beaucoup le mouvement des Gilets jaunes. Et je vais y arriver juste après. Une personne qui n'a jamais galéré dans sa vie, bah, c'est facile pour elle de donner des leçons. Elle n'a jamais galéré. Une personne qui a galéré, et moi j'ai galéré, euh, c'est quelqu'un qui va prendre du recul, qui va dire, attends, tu dis ça, mais dans la vraie vie, les gens, ils pensent pas comme ça. Dans la vraie vie, les gens, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Et c'est ce que j'ai essayé de vous présenter dans la vidéo. Et ça a été bien sûr interprété, c'est normal, d'accord? Ça fait partie du jeu. Les gens en plus sont souvent très malhonnêtes. Ils vont prendre un ou deux termes et ils vont dire ah oui, mais c'est un méchant, c'est un égoïste, il pense pas à l'avenir de l'humanité. C'est faux, je suis comme tout le monde. Mais je suis pas non plus voilà, un bisounours et je suis pas là à mentir aux gens ou à leur raconter des conneries, etc. Si tu es dans la merde financièrement, à 50 piges, 60 piges, tu es viré, tu es au chômage, tu es divorcé, tu es dans la merde. Donc moi, je commence par le commencement. Avant de me parler d'environnement, de l'avenir de la planète, etc., je passe d'abord, arrêtez de trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Parce que dans ce cas, vous faites rien de votre vie. Vous n'allez jamais rien faire de votre vie. Donc pour moi, ce sont d'abord des discours qui sont utilisés comme prétexte pour ne pas agir. Et c'est ce que j'ai démontré dans ma vidéo. Mais je vais aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. Donc, j'ai reçu pas mal de réactions. Beaucoup de personnes accusent la finance d'aggraver la situation écologique. Et il y a une vérité dans tout ça. Mais encore une fois, qui je suis pour arrêter tout ça? Qui? Personne. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent.
Même un pays comme la France, c'est rien à l'échelle de la planète aujourd'hui. Donc si Macron, il va voir les Chinois, il va leur dire: «Ah les gars, arrêtez de polluer», les Chinois, ils vont lui répondre: «Eh, vous, vous avez pollué pendant des années et des années, nous, on peut polluer également». Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, on est dans un monde où, toi, individu particulier, c'est pas toi qui va impacter et influencer le monde. Maintenant, attention, je ne dis pas je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de voter d'une certaine manière grâce à nos investissements. Et clairement, l'investissement peut avoir un impact. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'environnement responsable, d'investissement responsable. Les entreprises, elles sont notées. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution et que la finance, elle n'est pas fermée à ce discours, que la finance, elle s'adapte également à la réalité économique. D'accord? Moi, par exemple, j'ai un courtier interactive broker. Il me dit, voilà, les entreprises dans lesquelles tu as investi, voilà est-ce qu'elles polluent, est-ce qu'elles ne polluent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une note en fonction de... Et c'est très, très intéressant. Et même dans les indices, on va commencer... Donc, il y a une vraie prise de conscience. Donc, même dans l'investissement. Maintenant, attention, c'est ça le problème. C'est qu'on est là et on se dit, ouais, mais je ne vais pas investir parce que ça ne va pas changer ou parce que je vais investir et encourager les boîtes qui vont polluer. Et ça, c'est une erreur. Parce que finalement, ton argent, il ne faut rien. Toi, tu ne travailles pas sur ton avenir et quand tu auras 70 piges et que la retraite elle sera ridicule, bah, tu te diras, merde, j'aurais dû investir. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu as été bloqué. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par des croyances, par des blocages, par des idées fausses. Et vous ne devez pas tomber dans ce piège. Donc, beaucoup de personnes accusent la finance d'aggraver la situation écologique. Ce serait la quête du profit permanent qui serait à l'origine de la pollution du monde actuel. Et c'est vrai. D'accord? On est à l'origine de la pollution du monde. On est, voilà, c'est une société de consommation, les gens, ils sont à fond. Euh, Moi, est-ce que j'ai une conscience écologique? Je ne sais pas, d'accord? Je ne vais pas jouer à l'hypocrite, mais clairement, j'ai pas 10 000 bagnoles. Je pourrais m'offrir plein de bagnoles. Je vois là où j'habite, les gars, ils ont des Rolls, des Bentley, ils ont genre je sais pas combien de bagnoles. Moi, j'en ai une que j'utilise. J'en ai une deuxième que je vais vendre. Mais voilà, j'ai une bagnole. Je ne me suis pas acheté un truc, un sports car, etc. Donc, mais après, voilà, je pense qu'il faut se faire plaisir de temps en temps. Mais je ne suis pas non plus le gars qui a abusé, etc. Mais ça, encore une fois, on s'en fiche. C'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, il y a une part de vérité, bien évidemment, parce que toi, toi qui regardes cette vidéo, tu es à l'origine de la pollution. On est tous à l'origine de la pollution, d'accord? Et clairement, c'est un changement d'état d'esprit, de mindset, il faut être mieux sensibilisé à tout ça, et c'est clairement quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, pendant des années, notre économie, elle s'est basée sur le pétrole, d'accord? Pour alimenter la croissance. C'est le pétrole qui a permis la croissance, qui a permis le développement économique, qui a permis de construire des routes, des autoroutes, etc. C'est le pétrole. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Et aujourd'hui, on sait que le pétrole, c'est limité, que c'est un modèle qui est fini, que c'est un modèle qui n'est pas bon pour la planète. On le sait. D'accord? On le sait. Maintenant, c'est quelle est la volonté d'arrêter ce modèle. Et ce modèle, bien évidemment, il nous mène également droit dans le mur. Mais pire que ça, c'est-à-dire peut-être que nous, on va vivre dans une terre sur une planète qui est correcte, mais peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vivront dans des conditions catastrophiques. Donc, est-ce que la finance, elle est à l'origine de tous les problèmes? Est-ce qu'elle est une partie de la solution? Est-ce qu'on peut et on doit investir dans des groupes pétroliers ou sur du pétrole alors que c'est la principale source de pollution du monde? Alors restez bien attentifs parce que ce que je vais vous dire va vous surprendre par la suite. Je ne suis pas un spécialiste, d'accord, de l'environnement, de l'écologie. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, d'accord? Moi, mon domaine, c'est comment investir, la liberté financière, le mindset
élaborer une stratégie pour son avenir financier. C'est ça ma spécialité, c'est ce sur quoi j'ai bossé. C'est un domaine qui me passionne parce qu'il me touche à cœur, parce que c'est un domaine où finalement voilà, j'ai vécu. J'ai vécu la galère, j'ai vécu voilà, des moments difficiles. J'étais éloigné de mes parents pendant des années. Mon fils, je le voyais un week-end sur deux. Et je sais que, à mon niveau, le fait de manquer d'argent, le fait de ne pas être libre financièrement, le fait de subir un système, ça peut être très difficile. Et beaucoup de gens vivent ces situations difficiles. Et l'ambition de mon école, c'est pas de changer l'environnement, même si on peut et on doit apporter et avoir. Mais l'ambition de mon école, c'est d'abord d'aider mes étudiants à investir intelligemment, à prendre des bonnes décisions, à bien gérer leur argent, à avoir un bon mindset, à devenir positif, à avoir une vision long terme. C'est ça l'ambition. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, d'accord? Donc, je connais mon focus, je sais sur quoi je dois me focaliser et je sais qu'en faisant cela, j'aide énormément de personnes. Et je le sais parce que je vois mes étudiants, je vois des étudiants voilà, qui sont quand même bons dans leur domaine, qui sont chefs d'entreprise, qui sont des médecins, qui sont des bosseurs et qui font confiance à leur banquier et qui se retrouvent avec des pertes et qui se retrouvent avec finalement pas grand-chose. Et ils se disent, mince, j'ai bossé dur, etc. Et à la fin, voilà, j'ai pas pu travailler sur ma liberté financière. Donc j'ai été chef d'entreprise pendant des années, mais à la fin, il ne m'est pas resté grand-chose. Donc mon but, c'est pas... je suis focus sur ma spécialité. Je sais ce que je peux apporter comme valeur. Point. D'accord? Donc, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets. Il y a des personnes plus compétentes que moi. Maintenant, je vais vous donner humblement mon avis. Humblement. Alors, je peux me tromper. Et si je me trompe, vous pouvez me dire, Tammy, je ne suis pas d'accord avec toi. Restez respectueux. Je pense que ça ne sert à rien, hein, les trucs. Moi, je pense on peut débattre en intelligence. D'accord? C'est ça le but. Donc, je vais vous donner humblement. Et j'adore les donneurs de leçons parce que quand moi j'étais dans la galère, etc., ces personnes n'étaient pas là. D'accord? Donc, moi, je pense qu'effectivement, avant de donner des leçons, il faut avoir un certain recul, une certaine expérience. Donc, mon but, c'est quoi? C'est de, bien sûr, vous pouvez compléter mes propos et j'espère que ça va vous permettre de vous faire votre propre idée de la situation. Alors, comment réduire la consommation d'énergie pour un économiste? Pour un économiste, c'est très simple. Tout d'abord, on augmente, le premier truc, faut pas oublier un truc, c'est que la demande pour un produit augmente quand le prix diminue. D'accord? Donc, pour qu'il y ait moins de consommation de pétrole, il faut qu'on ait au contraire hausse des prix entraîne baisse de la demande. C'est-à-dire que la situation actuelle est très bonne pour le pétrole. Ça veut dire que les gens vont moins consommer de pétrole parce que les prix sont élevés. Maintenant, vous voyez un peu le problème. Les prix sont élevés, inflation, baisse du pouvoir d'achat et pression sur le gouvernement. Ce qui fait que les prix augmentent, mais il y a une grosse partie de subvention de l'État. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, si l'État ne subventionne pas le pétrole, l'énergie, la France est bloquée, le monde est bloqué. Donc dans le monde entier, tous les États du monde, aujourd'hui, sont en train de subventionner le pétrole, sont en train de financer le pétrole parce que dans le monde entier, les gouvernements savent que s'ils ne le font pas, c'est des soulèvements monstrueux. Et ça, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas de la langue de bois, c'est pas du blabla de oui, mais le pétrole c'est mauvais, je ne vais pas investir dans le pétrole. Ben, l'État, toi, particulier, sans le savoir, grâce à tes impôts, tu subventionnes le pétrole. Waouh! Waouh, c'est bizarre quand même. Tammy, je ne veux pas investir dans le pétrole, mais tu le fais. Tu le fais sans le savoir. Ton argent, tes impôts servent à subventionner les prix du pétrole actuel. Sinon, les prix seraient stratosphériques et l'économie serait bloquée.
Donc, il y a déjà ce premier point que vous devez comprendre. Deuxièmement, rationner la consommation. Alors, ça veut dire qu'on va dire aux gens, bah, vous consommez moins, etc. Mais voilà, on peut faire un changement des habitudes. Donc, par exemple, voilà, le chauffage, moins de clim, moins de ceci. Et ça va permettre effectivement de polluer moins. Et enfin, dernier point, on parle beaucoup d'électrique et tout, même si ce n'est pas totalement écologique, mais changement de mode de transport, le covoiturage, etc., etc. Bien sûr, ça va polluer moins. C'est-à-dire que s'il y a 4 personnes, chacun prend sa voiture, ou alors ces 4 personnes, bah, elles vont ensemble d'un endroit à un autre, bah, clairement, il y a 4 fois moins de pollution, 4 fois moins de dégâts pour la planète. Donc, et puis, aujourd'hui, on parle de plus en plus de travail à la maison, voilà, de work at home, voilà. Et tout ça, c'est très bien, c'est très positif. On n'a pas besoin d'aujourd'hui de se déplacer. Moi, je ne vais pas souvent à mon bureau. Pas besoin de se déplacer. On peut travailler de chez soi. Et aujourd'hui, avec les outils, alors bien sûr, ça dépend du travail. Mais bon, pour le travail intellectuel ou de conseil, ou aujourd'hui, on peut travailler à domicile. D'accord? Donc ça, c'est un énorme changement pour... Voilà. Maintenant, vous le voyez, le premier, c'est hausse des prix, mais la hausse des prix, ça a des répercussions sur l'économie. Et je pense que vous vous rappelez tous de la crise des gilets jaunes. Elle s'explique en grande partie par la hausse des prix du pétrole. Alors, et ça, rappelez-vous, Macron, il propose une hausse de la taxe sur les produits pétroliers dans la logique de la lutte contre la pollution. C'est-à-dire que le président français, il pensait bien faire. Il pensait bien faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les classes populaires qui sont dans les campagnes, qui sont dans des petites villes, qui n'ont pas de moyens, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro. Ces personnes sont obligées de prendre leur voiture pour se déplacer. Elles se sont senties lésées, flouées, elles se sont senties déconsidérées. Et elles ont dit, voilà, il y a la France de l'élite, les petits bourges, qui n'ont jamais galéré et qui décident pour nous, alors que nous, le peuple, on galère. Grosso modo, je résume les grandes lignes, mais c'est ça ce qui s'est passé. Et donc, beaucoup de gens se sont dit, c'est inacceptable cette hausse des prix du pétrole. Hausse inacceptable pour une grande partie des classes défavorisées et des classes moyennes. Et la France, pendant plusieurs mois, a été immobilisée. C'était juste, moi je regardais les news, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Est-ce que vous commencez à comprendre mon raisonnement? Donc vous avez toujours les donneurs de leçons qui te disent, oui, le pétrole. Là, vous avez un peuple, et ce n'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. On a eu le même phénomène dans le monde entier. Il n'y a pas eu qu'en France des gilets jaunes, l'équivalent. Il y a eu même des manifestations beaucoup plus graves qu'en France. Et ça s'explique par la hausse des prix du pétrole. Alors les donneurs de leçons qui expliquent que ouais, le pétrole, c'est mal pour la planète, et vous avez des gens parce qu'ils n'ont pas... Est-ce que vous commencez à comprendre là où je veux en venir? Là, on ne parle pas de pollution, il y a deux choses. Le pouvoir d'achat et l'écologie. Et bien là, le pouvoir d'achat est supérieur à l'écologie pour les classes défavorisées et les classes moyennes inférieures. Le pouvoir d'achat est supérieur à l'écologie. Prouvez-moi le contraire. Pouvoir d'achat, quand par exemple ton pouvoir d'achat il est bouffé, tu t'en fiches de l'écologie. Tu veux d'abord bouffer. Tu veux d'abord payer ton électricité. Est-ce qu'on est d'accord? C'est du bon sens que je vous explique. Tu n'as pas besoin de sortir de Harvard pour le comprendre. C'est simple. C'est simple, d'accord? Et est-ce que vous voyez le paradoxe? On nous parle d'écologie, on nous parle de non, je ne veux pas investir dans l'écologie ou dans le pétrole, etc. Et vous voyez des gens qui manifestent parce que les prix du pétrole avaient flambé. Et vous voyez ici le mouvement des Gilets jaunes.
est un mouvement de protestation non structuré, sporadique. C'est-à-dire les gens sont sortis naturellement, spontanément, en France en octobre 2018. Ce mouvement social spontané trouve son origine dans la diffusion principalement sur les médias sociaux d'appels à manifester, c'est sur Facebook, etc., contre l'augmentation du prix des carburants automobiles issus de la hausse de la taxe intérieure des produits sur les produits énergétiques. Donc les gens sont sortis parce qu'ils voulaient manifester contre cette taxe. Et cette taxe, grosso modo, on augmente les impôts sur le pétrole, les taxes sur le pétrole, parce que ça va diminuer la consommation. C'est de l'économie. Donc, un économiste va vous expliquer que pour diminuer la consommation du pétrole, bah, c'est très simple. Tu augmentes les prix. Et c'est ce qu'a fait Macron. OK, on veut lutter contre le réchauffement climatique. OK, on va augmenter les taxes. On lutte, c'est très bien. C'est très bien. Mais est-ce qu'on a pris en compte les gens, les classes défavorisées? Non. On leur a dit, bah écoute, t'habites à la campagne, on s'en fiche. Viens en ville, comme tout le monde. Va en banlieue, comme tout le monde. Pourquoi tu es à la campagne? Pourquoi t'as pas le RER comme tout le monde? Pourquoi t'as pas... Est-ce que vous voyez le truc? Et ces gens-là, ils ont dit non, 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 non. Et on voit bien qu'il y a des logiques, il y a des grands discours, etc. Et il y a la réalité économique. Et la réalité économique, elle s'est imposée aux hommes politiques. Et Macron a fait marche arrière. OK, il n'y a plus de taxes, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Et donc, bien évidemment, on voit bien la difficulté pour les hommes politiques de changer la donne. À présent, OK, super, mais le pétrole, de toutes les manières, n'est pas éternel. À un certain moment, il y aura plus de pétrole. À un certain moment, il faudra bien investir dans des énergies renouvelables. Qui investit dans les énergies renouvelables? Qui sont les plus gros investisseurs? Eh bien, les plus gros investisseurs, c'est les plus gros méchants d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, et là je vais vous montrer, un pays comme les Émirats arabes unis, c'est l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros investisseurs dans les énergies renouvelables. Total, et je vais revenir dessus. Donc ici, ce sont des panneaux solaires à Masdar City, c'est aux Émirats, qui est un projet de développement durable. Et en fait, les Émirats aujourd'hui sont l'un des plus gros investisseurs dans ce que l'on appelle l'énergie propre. Mais c'est également un gros investisseur, c'est l'un des principaux pays producteurs de pétrole et de gaz. Et vous voyez ici, donc, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui l'un des plus gros investisseurs, un des plus gros États, d'accord, dans l'énergie renouvelable. Ils veulent devenir influents dans ce domaine. Ils ont voilà, déjà investi 400 millions de dollars pour aider des pays en voie de développement à faire la transition, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, on parle de pays africains, de pays asiatiques, leur priorité, ce n'est pas l'énergie renouvelable. D'accord? Ce n'est pas ça leur priorité, mais les Émirats sont en train de mettre en place pas mal de choses et aujourd'hui, ils veulent permettre d'offrir de l'électricité à 100 millions d'Africains avant 2035. Il ne faut pas oublier que les Émirats, c'est un petit pays, c'est 9 millions d'habitants, mais sur ces 9 millions, il y a 1 million d'Émiratis ou d'Émiriens, d'accord, Émiratis. 1 million, c'est 1 million, voilà, et il y a 8 millions d'étrangers. Donc il ne faut pas oublier, mais ils ont un impact et ils le font, et c'est génial. Voilà, ils ont déjà promis de lever 4 milliards pour investir sur les technologies pour voilà, l'énergie renouvelable. Ils ont également investi plus de 20 milliards de dollars sur les projets d'énergie propre. Et on parle de, voilà, ils sont aujourd'hui, c'est l'un des principaux États investisseurs dans le domaine. Et ils utilisent l'argent du pétrole, l'argent qu'ils gagnent, pour investir dans ce nouveau domaine. Et avant la fin de la décennie, les Émirats veulent investir et développer des projets qui génèrent jusqu'à 100 gigawatts d'énergie propre à domicile et à l'étranger, 4 fois plus que ce qu'ils avaient dit à l'origine. Et bien sûr, les Émirats, voilà, ils sont pas en mode on investit n'importe comment. Ils savent qu'il y a également une opportunité de gagner de l'argent en développant ce secteur. Est-ce que vous commencez à comprendre la complexité de la chose, les amis? C'est-à-dire, qui va investir dans l'énergie renouvelable? Ce sont des gros États
ce sont des grosses entreprises. Ce pas les gars qui sont sur YouTube en train de dire je veux pas investir, on s'en fiche. Ce sont ces gens-là qui vont investir dans l'avenir. Et très peu de gens le comprennent. Et donc, quand tu investis ton argent, c'est vrai que tu te dis, oui, mais je vais financer. Bah, tu as financé finalement les boîtes qui vont travailler sur l'avenir et sur les. C'est pas les hommes politiques qui vont le faire. Ce sont des boîtes et bien évidemment, voilà, des États comme les Émirats, etc. Mais ce ne sont pas les hommes politiques. Et les hommes politiques sont coincés aujourd'hui. Et un deuxième exemple intéressant, c'est Total. Regardez Total. Total Énergie, d'accord? Et là, regardez, dès le départ, on a ce que l'on appelle la durabilité, sustainability. Et vous voyez, dès le départ, l'environnement, voilà ce qu'on... Et c'est vraiment, regardez, c'est au top, d'accord? Vous allez sur le site de Total, c'est au top, on ne peut pas le rater, d'accord? Et vous voyez que eux, en fait, ils sont à fond. Maintenant, il y a le PDG de Total récemment qui, je pense qu'il était intervenu au Sénat et on lui parlait de, voilà, de l'environnement durable. Il disait, bon, il faut être réaliste. À court terme, on a toujours besoin de pétrole. Mais voilà, il faut préparer demain. Et il disait qu'il y avait des cycles d'investissement et qu'on ne peut pas, comment dirais-je, dire, OK, on passe directement à l'énergie renouvelable, on arrête le pétrole parce qu'on se retrouve finalement dans une situation de crise. De crise. Et c'est ce que beaucoup de gens, voilà, beaucoup de gens sous-estiment ça. C'est-à-dire que un homme politique, il doit travailler à la fois pour le court terme et le long terme. Le long terme, bien évidemment, l'infrastructure, l'éducation, la recherche. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas. L'écologie, bien évidemment. Le développement durable. Mais ça, on ne le voit pas, les amis. Personne, voilà, un homme politique, il va dire, ouais, j'ai investi. OK, on s'en fiche. Et le court terme, c'est quoi? C'est le chômage, c'est la croissance, c'est également le pouvoir d'achat. Faire en sorte les inégalités, etc. Mais même les inégalités, c'est vraiment un phénomène à long terme, même le chômage. Mais ce que je veux dire, c'est que on va juger un homme politique sur ça. On va pas le juger sur le long terme. On va pas dire à Macron, ah, c'est génial, tu es super comme président, tu as lutté contre contre la pollution. Non, on va lui dire, bah, j'ai pu me nourrir. C'est après avoir réglé ces problèmes qu'on commence à parler du reste. Et donc, vous, d'accord, vous devez le comprendre. Et c'est pas être gentil, être méchant, c'est pas être contre le développement durable, ce qui est une connerie, d'accord? Je pense que n'importe qui au monde est pour. C'est comment y arriver. Parce que, est-ce que vous voulez que moi, voilà, que le monde de demain soit un monde cataclysmique pour nos enfants, nos petits-enfants? Non, je pense qu'on est tous, parmi vous, ceux qui sont pères de famille ou même les autres, il y a une conscience, mais il y a différentes manies et croyez-moi, les choses sont bien plus complexes qu'elles n'y paraissent maintenant. Il faut une volonté, d'accord? Et il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, ouais, c'était Trump qui avait dû aller vous faire voir avec vos trucs. Il y a des pays qui se développent aujourd'hui, des pays émergents, des pays comme la Chine, l'Inde. On leur dit arrêtez de polluer. Ils disaient oh, les amis, nous, on commence à se développer. Vous aviez pollué pendant des années et maintenant vous nous demandez d'arrêter de polluer. Et vous avez les pays africains qui commencent. Et il ne faut pas oublier, et si aujourd'hui les Chinois consommaient par tête comme les Européens, la Terre serait déjà finie. Ou s'ils consommaient comme les Américains. Donc il y a une petite partie de la population mondiale euh, qui a pollué pendant des années, des années et des années. Et aujourd'hui, il y a une autre partie de la population mondiale qui commence à se développer. On lui demande, OK, mais tu dois polluer moins que les autres. Et cette partie de la population dit, non, mais pourquoi moi, on m'impose ce que vous avez fait? Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très complexe comme sujet. Et ce qui va nous sauver, c'est l'investissement, bizarrement. C'est l'innovation. C'est la création. C'est l'inventivité. Et c'est bien évidemment, nous, une prise de conscience. Changement de nos habitudes, voir le monde différemment, etc. Mais l'innovation est clairement très importante et c'est l'investissement qui va permettre l'innovation.
Donc pour conclure, voilà, moi je pense que les choses sont très complexes. J'ai essayé de simplifier les choses un maximum. J'ai essayé de donner un avis, mesuré sur la question. Je sais que je ne maîtrise pas tout, que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais voilà, j'ai utilisé un petit peu mes connaissances en économie, ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, bien sûr de manière simplifiée. Il y a de très très bons bouquins. Je sais que Tirole, voilà, a beaucoup bossé sur ça. Il y a des bouquins sur l'économie de l'environnement, etc. Il y a vraiment, mais je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Mais clairement, ce qu'avait fait Macron par rapport aux Gilets jaunes, ben, vous allez avoir des économistes, prix Nobel d'économie, ils vont dire c'est bien d'augmenter les impôts. Mais on a oublié le côté inégalité, on a oublié le fait qu'une partie du peuple, si tu augmentes le pétrole, l'essence de manière trop importante, bah, ces gens-là, leur pouvoir d'achat il diminue de manière importante et ils ne pourront pas vivre décemment. Et donc, et aujourd'hui, on le sent également au niveau de la politique. Il y a un rejet des hommes politiques, il y a un rejet des dirigeants. Et donc, c'est très difficile de mettre en œuvre des politiques d'environnement. On va se focaliser d'abord sur le pouvoir d'achat, sur les inégalités, sur... Voilà, les gens, les hommes politiques, ils ne pourront pas. Et donc, ce sont les entreprises, c'est le secteur privé, en grande partie, qui va s'en occuper. Alors, les Émirats, c'est un pays, mais l'avantage des Émirats, par rapport à un pays comme la France, par exemple, c'est que voilà, c'est un pays où il y a 1 million d'habitants, il y a 8 millions d'étrangers. Ils sont très, très intelligents dans leur stratégie, dans leur politique, dans ce qu'ils ont mis en place. Et ils peuvent avoir une influence, mais il n'y a pas que, d'accord? Et je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, il va y avoir une grosse évolution du monde par rapport à ces problématiques. Euh, mais j'ai vraiment envie d'attirer votre attention sur le fait que bah, nos ennemis, bizarrement, ce ne sont pas les groupes pétroliers. Je pense que des gens qui manifestent contre la hausse du pétrole sont probablement, ont un impact encore plus lourd qu'un groupe pétrolier. Parce qu'un groupe pétrolier, c'est quoi? Il y a une demande. On a besoin d'énergie pour, je ne sais pas moi, un pays a besoin d'énergie pour les moyens de transport, pour la construction, etc. Donc, et le groupe pétrolier, bah, il va répondre à la demande. On est d'accord. C'est pas le groupe pétrolier en lui-même, bien sûr, il va gagner de l'argent, c'est normal, mais c'est pas le méchant dans l'histoire. Parce que, mais c'est nous, à nous de repenser l'économie, à nous de se dire, OK, peut-être qu'on vit dans une société, et là, moi, j'irai vers ça. Une société de gaspillage, une société où on utilise trop voilà, d'énergie. Mais cette société, elle a des avantages, elle a des inconvénients. D'accord? Les gens qui disent, voilà, le pétrole, plus de pétrole aujourd'hui, est-ce que tu voudrais revivre au Moyen Âge? Est-ce que tu voudrais ne plus avoir, je ne sais pas moi, d'éclairage ou autre? C'est très complexe, très complexe. Donc aujourd'hui, on a la chance de vivre au 21e siècle, mais en même temps, on sait que tout ça, c'est très fragile et qu'on a besoin de repenser l'économie. Et tout ça, ça passe par des investissements bizarrement. Ça passe par de l'innovation, ça passe par de la recherche. Ça passe. Et donc, le fait de dire je ne vais pas investir, finalement, c'est très naïf. Parce que finalement, les gros investisseurs, c'est ça. C'est des gros pays dans le pétrole et c'est des grosses boîtes, Total et compagnie. Et ce sont généralement des géants pétroliers qui investissent dans le renouvelable parce qu'eux-mêmes savent que le pétrole est bientôt fini et qu'il faut penser à demain. Waouh! J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!